Bonjour, alors cette vidéo va vous intéresser plus particulièrement sans doute si vous avez moins de 50 ans, puisque je vais y développer dedans des perspectives de très long terme qui m'intéressent, malgré tout, je suis très orienté vers le long terme, donc des perspectives à 20 ans, 30 ans sur les pays développés, notamment sur les économies développées. Alors vous savez que les marchés actions sont de nature fractale, c'est-à-dire que les patterns qu'on va retrouver sur des échelles de temps d'une journée pourront se reproduire sur des échelles de temps plus longues, un mois, un an, 10 ans, et ce qui va nous intéresser là, même beaucoup plus, ce qui fait que des périodes de correction peuvent se produire sur les marchés actions à toutes les échelles de temps. Alors un marché baissier ou une correction horizontale, c'est quelque chose qui peut durer parfois plus de 10 ans, on l'a vu au XXe siècle, mais ça peut durer également beaucoup plus longtemps. On a ici un exemple sur les prix des actions en Grande-Bretagne, donc au XVIIe, XVIIIe siècle. Vous voyez qu'on a eu une correction qui a duré près d'un siècle, de 1700 à 1785 ici. Et que même sur la période, donc au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle, entre 1830 et 1870, on a eu là aussi une correction qui s'est avérée particulièrement longue. Donc il ne faudrait surtout pas croire que la hausse assez extraordinaire de très long terme, le marché haussier séculaire auquel on a été confronté depuis la fin des années 30, en post-crise 1929-1932, ici, soit quelque chose de normal et voué à durer éternellement. Bien au contraire, on peut, à la suite de cette séquence haussière extrême, avoir une correction de très longue durée qui peut durer plusieurs décennies et même tout le reste de votre vie. Et je vais développer dans cette vidéo justement des arguments en faveur de cette thèse. Alors en fait, il y a deux grands problèmes auxquels le monde actuel va être confronté dans les prochaines décennies, en tout cas les économies développées, qui sont là une transition démographique avec un gros vieillissement de la population d'une part, et d'autre part, ça commence à être observé un peu partout dans les pays occidentaux, une baisse du QI par sélection digénique. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. On va commencer par la démographie. Alors en fait, au niveau démographique, ce qui est optimal pour la croissance d'un pays, mais malheureusement qui n'est pas durable, c'est d'avoir une pyramide démographique où on a une majorité de la population dans la classe active et de préférence dans des tranches d'âge comprises entre 30 et 50 ans, parce que bon, ça va être les tranches les plus productives de la population et en même temps celles qui vont avoir le plus de besoins et de propension à consommer toutes sortes de services, de biens d'équipement, de loisirs divers, parce qu'elles restent en bonne santé, elles restent dynamiques et en même temps commencent à avoir des moyens financiers suffisants pour pouvoir consommer de façon importante et générer ainsi de la croissance. Alors vous voyez ici en exemple la pyramide des âges du Japon en 1985. On avait ici une bonne concentration de population dans les tranches d'âge entre 30 et 49 ans. Pas trop une classe jeune, donc moins de 20 ans, encore non productive a priori, pas trop nombreuse, ce qui fait qu'on avait peu de charges qui pesaient sur les actifs à ce niveau, et une classe âgée également peu nombreuse, là aussi qui permet de limiter les charges sur la classe active. Donc ça, c'est une situation qui est évidemment optimale, mais qui ne peut pas durer, puisque si on a des classes jeunes peu nombreuses, ça se propage vers le haut, et ensuite la population vieillit. Alors notre pyramide des âges du Japon, en 2018, elle est devenue comme cela. On retrouve encore donc la majorité de la classe d'âge sur des âges entre, on va dire, 35, 39 ans et 75 ans. Donc la population a déjà pas mal vieilli. Elle commence ici à décroître. Donc on a de moins en moins de personnes pour produire des biens. Et du coup, ça devient de plus en plus difficile de produire de la croissance. Plus une population vieillit, plus on a évidemment un handicap à la croissance à deux niveaux. D'abord parce que la population commence à diminuer
Et le deuxième problème est qu'en vieillissant, on a de plus en plus de personnes dans des tranches d'âge très élevées, au-dessus de 70 ans, qui vont avoir de moins en moins d'aptitude à consommer parce qu'elles seront de moins en moins indépendantes, de moins en moins en forme donc au niveau santé. Elles vont créer des besoins spécifiques, des marchés niches en termes de santé, de service à la personne, mais ça ne compensera jamais la capacité de consommation d'un actif en pleine force de l'âge à des niveaux de 30, 40 ou 50 ans. Et du coup, ce qu'on observe depuis une quinzaine d'années, c'est que le Japon mène un combat désespéré pour tenter malgré tout de maintenir de la croissance dans son pays, malgré cette transition démographique. Pour cela, il a recours à de la fuite en avant dans la dette, des déficits publics de plus de 5% par an, du quantitative easing, la banque centrale japonaise qui se met à racheter des fonds d'action pour soutenir le Nikkei, etc. C'est un combat qui, à terme, de toute façon, est voué à l'échec, vu la nature de cette pyramide démographique. Si elles étaient intelligentes et prévoyantes sur le long terme, les autorités politiques devraient plutôt chercher un modèle de société qui s'adapte à cette conjoncture et qui accepte au moins temporairement d'abandonner des objectifs de croissance pour gérer la décroissance de la population au lieu de faire de la fuite en avant dans la dette. Bon, ça n'est pas le cas, ça se terminera sans doute mal, bon, l'avenir le dira. Donc cette pyramide des âges japonaise, on la retrouve avec un petit décalage de temps maintenant dans la majorité des économies développées. L'ensemble des pays d'Asie a aujourd'hui une démographie très faible avec des niveaux de l'ordre de 1,2, 1,3, 1,4 enfants par femme, alors que le taux de renouvellement des générations est à 2,1. L'Allemagne, l'ensemble des pays d'Europe du Sud également. On va regarder la pyramide des âges allemandes. On voit très bien le resserrement vers les bas âges ici. Donc on a encore en Allemagne une classe d'âge active bien fournie entre ici 45 et 64 ans, qui est encore capable de consommer pas mal. Mais d'ici une dizaine d'années, cette classe d'âge va se décaler de 10 ans déjà. Et on peut dire que dans 10-15 ans, l'Allemagne sera confrontée à de gros problèmes exactement du même type que les problèmes japonais. Bon, si on regarde la Chine à présent, on va regarder la pyramide en 2018. Donc vous voyez qu'en 2005, on avait une structure tout à fait optimale, comparable à celle du Japon en 1985, avec beaucoup d'actifs dans des tranches d'âge entre 30 et 45 ans. Donc aujourd'hui, bien sûr, ça s'est décalé progressivement vers les âges plus avancés, mais on garde encore une structure correcte avec une grosse part de la population en plein dans la zone active, entre 25 et 55 ans. D'ici une quinzaine d'années, la Chine va se trouver à peu près à ce niveau-là. Sa population va commencer à décroître. Et sans doute que pour le Japon, la crise de fin des années 80, elle s'est produite un peu avant le pic démographique. On peut dire que peut-être que dès 2025, la Chine sera confrontée là aussi à des pressions significatives sur sa croissance à cause de la transition démographique. Ici, on a la pyramide des âges française. La baisse des naissances est moins marquée sur les tranches d'âge jeunes. On est à peu près 1,80 enfants par femme en France, donc moins de déplétion démographique que dans la majorité des autres économies occidentales. Malgré tout, vous voyez qu'on a ici une grosse classe d'âge entre 30 et 70 ans bien fournie, qui va se décaler dans les 10 ans à venir vers des âges plus avancés, donc consommer de moins en moins. Et les tranches d'âge plus jeunes, ici 20-30 ans, sont plus creuses et vont se décaler vers les âges actifs, le cœur de tendance des âges actifs en 30-50 ans, où la consommation est maximale. Et là aussi, on va avoir certainement un poids sur la croissance dans notre pays. Pour les États-Unis, c'est un petit peu la situation
comparable à celle de la France. On a une démographie qui est moins attaquée que dans la majorité des pays occidentaux. Malgré tout, la population va vieillir et vous voyez ici cette classe d'âge fournie 50 à 65 ans va là aussi se décaler vers le haut, devenir plus âgé et entraîner un poids sur la croissance. Donc on peut dire que dans les 15 ans à venir, l'ensemble des économies développées, mais aussi la Chine et une partie des pays émergents d'Asie, va se trouver dans une situation de japonisation progressive de leur économie et qu'on va voir sans doute des gouvernements tenter de relancer désespérément la croissance face à une population qui ne grossit plus et qui vieillit en s'endettant de plus en plus et à un moment on aura sans doute un reset généralisé, une grosse crise ou plusieurs grosses crises liées au surendettement qui remettront les compteurs à zéro. Alors, si vous êtes intéressé vraiment par ces problèmes de transition démographique et de dénatalité, je vous conseille de regarder ce qu'on appelle l'expérience de Calhoun, l'univers 25, avec des souris, qui explique peut-être en partie ce qu'on observe aujourd'hui dans des très grandes villes. Ici, vous avez Singapour, Macao, Hong Kong, où on a des taux de natalité extrêmement bas, entre 0,8 et 1,20 enfants par femme, dans des environnements urbains dans lesquels on manque de place. Donc cette expérience que vous connaissez peut-être, elle a consisté à introduire dans un environnement en quelque sorte paradisiaque pour des souris. Elles avaient dans cet environnement de la nourriture à volonté, un climat parfait, des conditions d'hygiène optimales, bien désinfectées, avec une propreté assurée, mais un espace limité à l'avance. Donc l'expérimentateur a introduit 4 couples de souris, donc 8 individus, dans un espace qui faisait à peu près 2 mètres ou 3 mètres de diamètre, qui pouvait accueillir en théorie au grand maximum quelques milliers de souris. Donc dans un premier temps, ces souris se sont reproduites rapidement. La population a doublé tous les 2 mois, ou un petit peu plus, de façon exponentielle. Jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau de population qui commence à gêner les habitants. À partir de 600 souris, la croissance a commencé à se ralentir. On a commencé à observer des troubles de comportement donc chez les souris. Je vous donnerai le lien pour que vous puissiez avoir le détail de l'expérience. On a commencé à avoir des mâles anormalement agressifs, des femelles qui commençaient à délaisser les soins qu'elles portaient à leur descendance et la population a fini par plafonner à 2200 individus et ensuite entrer dans une phase de décroissance liée à la promiscuité, à la surpopulation. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, la population ne s'est jamais remise de cet état. On aurait pu estimer qu'elle allait se stabiliser à un niveau donné, qu'une fois que la population décroîtrait, il y aurait plus de place et que la croissance pouvait repartir. Eh bien non. En fait, on a eu l'émergence de ce qu'on appelle the beautiful ones, donc des souris qui se désintéressaient totalement des activités de reproduction. Et finalement, la population, à la fin, a totalement disparu. Il n'y avait plus aucune naissance, plus aucune activité de reproduction, plus aucun soin aux petits, avec des mortalités infantiles élevées. Et bon, ça peut expliquer en partie ce qu'on observe en ce moment dans certaines grandes villes du monde. Alors, deuxième problème majeur qui pourra handicaper, à mon avis, sérieusement la croissance des économies développées sur les prochaines décennies. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, comme la transition démographique qu'on observe en ce moment, ne s'est jamais vraiment produite jusqu'ici dans l'histoire de l'humanité, qui est un processus de baisse de l'intelligence, de baisse du QI sur l'ensemble des pays développés. Donc, des études récentes montrent ici, par exemple, en France, une baisse de 3,8 points de QI entre 1999 et 2009, et ça rejoint d'autres études qui ont été réalisées en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou ailleurs, avec à chaque fois des rythmes de baisse de QI de l'ordre de 3 points par décennie. Il faut savoir que
sur la première moitié du XXe siècle et jusque dans les années 60-70 au moins, on a vu au contraire une hausse générale du QI des populations, ce qu'on appelle l'effet Flynn, parce que les conditions environnementales s'amélioraient, devenaient optimales. On avait une nutrition notamment infantile qui devenait bonne, des soins de santé qui s'amélioraient, etc. Du coup, le cerveau des personnes concernées pouvait se développer jusqu'à atteindre son potentiel maximum qui est donné par les gènes de la personne concernée. Donc on peut estimer que dans le monde occidental, les QI sont passés d'un niveau de 85 au début du XXe siècle, en Europe, aux États-Unis, dans les pays d'Asie, jusqu'à un niveau de 100, d'environ 100 dans les pays européens, américains, et 105 un petit peu, ou un peu plus dans les pays d'Asie les plus favorisés. Alors ce que je vais vous dire là après va être franchement politiquement incorrect, mais on est là pour affronter la réalité telle qu'elle est et pas entendre de beaux discours. Donc les médias prennent ça un petit peu à la légère, ils disent, ils ne font évidemment référence qu'à des facteurs environnementaux, ils disent qu'on regarde trop la télé, que c'est de la photo écran, réchauffement climatique, à je ne sais quoi d'autre. La réalité, c'est pas du tout ça. On est en face d'un vrai processus de sélection dysgénique, c'est-à-dire que dans l'ensemble des pays du monde, les personnes à bas QI font beaucoup plus d'enfants en moyenne que les personnes à très haut QI. Du coup, la descendance, les gènes qui prédisposent à avoir un bas QI vont s'accumuler dans la population mondiale au détriment des gènes de QI élevés. Et ce processus dysgénique est à l'œuvre à peu près, en gros, depuis l'existence de la contraception. Il y a une explication tout à fait logique et simple. Si vous êtes une femme à QI élevé dans un pays occidental ou en Asie, à plus forte raison dans une grande ville, vous pouvez espérer faire de bonnes études, de grandes études, avoir une belle situation, une vie indépendante, et ça va vous intéresser peut-être plus qu'avoir tout de suite 2 ou 3 enfants à élever. Du coup, les femmes à QI élevé qui vont faire des études longues, elles vont différer leur projet de maternité, avoir du coup beaucoup moins d'enfants, et ça engendre à l'échelle mondiale évidemment un processus dysgénique. Alors là aussi, on a de nombreuses études scientifiques qui étayent cette constatation. Ici, par exemple, cette étude où on dit qu'il y a une forte corrélation négative entre le QI et les indicateurs nationaux de fertilité. Ça, c'est parfaitement établi. Ça se produit donc à l'échelle mondiale entre les différents pays. Donc les pays les plus fort QI du monde, je vais prendre l'exemple Singapour, Hong Kong, Japon, Corée, où on a des QI entre 105 et 108, on est à 1,20 enfants par femme. Et des nations à QI franchement beaucoup plus bas ont au contraire, par exemple certains pays africains, des taux de natalité beaucoup plus élevés avec des QI moyens qui se situent entre 70 et 80, parfois moins. Alors une baisse de QI de 3 à 4 points par décennie, on peut prendre ça, certains prennent ça à la légère. En réalité, les conséquences sur l'organisation sociale d'un pays sont très profondes au bout de 20-25 ans. Si dans 20-25 ans, la tendance actuelle observée en France, par exemple, se poursuit, on est déjà passé d'un QI moyen de 100 à 96 aujourd'hui, on sera dans 25 ans avec ce rythme de baisse entre 86 et 89. Donc je vais vous montrer ici une liste de nations qui ont des QI en ce moment entre 86 et 89. Donc vous voyez les noms qui apparaissent. Bon, tout ça pour vous dire que les conditions politiques, les régimes politiques de ces pays, les conditions de développement, les infrastructures de ces pays actuels n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on a en France en ce moment. Pour mieux comprendre ce que représente une baisse, par exemple, de 15 points du QI d'une population, on a ici cette courbe donc de répartition de la population par QI. Vous voyez que lorsqu'on est à 100,
on a à peu près 16% de la population qui est au-dessus de 115, qui est en grosso modo le seuil à partir duquel on va pouvoir faire des études supérieures, exercer des fonctions de cadre au sein d'un pays. Si la moyenne du QI passe à 85, cette part de population qui était de 16% va tomber à 2% seulement, donc être divisée par 8. Donc vous voyez un petit peu les conséquences. Ça veut dire que l'élite qui réalise la direction d'un pays va instantanément se retrouver fortement dépeuplée. Et évidemment, la productivité associée du pays va chuter considérablement. Deuxième caractéristique, c'est que les tranches de QI de l'ordre de 80-89 sont habituellement beaucoup plus enclines, donc les individus masculins de cette catégorie en particulier sont beaucoup plus enclins à la violence que dans les tranches de QI supérieures. Alors, ça s'explique tout simplement par le fait que plus on va descendre en QI, plus ce qu'on appelle plus les capacités de se projeter dans le futur vont décroître, ce qu'on appelle le delay scouting, c'est-à-dire la capacité à accepter d'abandonner une récompense immédiate pour obtenir une récompense plus grande sur le long terme. Donc cette capacité décroît fortement avec la baisse du QI. Du coup, on aura des personnes plus impulsives qui vont se soucier beaucoup moins des conséquences à long terme de leurs actes et qui auront tendance donc plus facilement à avoir recours à la violence. Là, bien entendu, je ne parle que de moyenne, ça ne signifie absolument pas que toutes les personnes dans cette tranche de QI sont violentes, loin de là, mais il y en aura une proportion parmi cette tranche de QI, on aura une proportion plus élevée de personnes violentes. Il y a un exemple type, c'est le Brésil, où on est la population moyenne, le QI moyen du Brésil est en plein dans cette tranche. On a en ce moment 60 000 homicides volontaires chaque année au Brésil, donc c'est un des pays les plus violents du monde actuellement. Donc ces processus d'hygiénique dont je vous parle, ils sont malheureusement encore plus marqués sur les pays européens, parce qu'on a dans ces pays en ce moment une double cause de dysphonie. D'abord endogène, le fait que les femmes à haut QI vont faire moins d'enfants que les femmes à bas QI, mais on a aussi une cause exogène qui vient s'y ajouter, qui est liée à notre politique migratoire. Bon, dans la majorité des pays du monde, on pratique ce qu'on appelle une immigration choisie. Donc, on va privilégier des immigrants qui vont apporter quelque chose de plus, des richesses, une compétence particulière dans un pays. Voilà donc à titre d'exemple un pays qui pratique, comme l'immense majorité des pays du monde, une politique d'immigration choisie, la Nouvelle-Zélande. Si vous voulez immigrer là-bas, soit vous présentez un intérêt particulier en termes de travail pour le pays, donc immigrant qualifié, vous voyez, âge, offre d'emploi qualifié, expérience professionnelle, diplôme, etc. Soit vous êtes investisseur et vous amenez suffisamment de richesses au pays, auquel cas il est assez probable aussi que vous ayez un niveau intellectuel suffisant pour avoir acquis ces richesses. Donc c'est pas rien, investisseur plus 10 millions de dollars néo-zélandais et investissement minimum 2,5 millions de dollars néo-zélandais. Ou alors vous pouvez être retraité, là aussi il va falloir investir 750 000 dollars néo-zélandais, un revenu minimum de 60 000 dollars néo-zélandais. Bref, vous voyez, on trie quand même les entrants sur le volume. En Europe de l'Ouest, ça n'est pas du tout ce qui est pratiqué actuellement. On privilégie au contraire une immigration de bas niveau en provenance de pays dont le QI moyen est beaucoup plus bas que la France, et du coup, ça contribue à faire baisser le QI moyen de notre pays. Alors, quelles conséquences pratiques ça peut avoir dans nos choix de vie? Ce que je peux vous dire, c'est que si dans 20-25 ans, on a ces deux problèmes qui continuent de se manifester, transition démographique et sélection dysgénique qui provoquent une baisse du QI, on a de bonnes chances à ce moment-là de voir
survenir en France à un moment ou à un autre un régime politique beaucoup plus instable ou beaucoup plus autoritaire qu'il ne l'est actuellement. Ça peut être par exemple un régime socialiste ou collectiviste dur. Et la seule solution viable qui vous restera à ce moment-là, si vous ne voulez pas subir cela, ça sera de vous expatrier et d'avoir les capacités de le faire. Donc dans vos choix, première chose à retenir, pour vos choix d'investissement de patrimoine de long terme, restez le plus possible mobile et liquide. La grande majorité des Français investissent presque tout leur patrimoine dans leur résidence principale, vont s'endetter à 15-20 ans pour cela. C'est évidemment le pire des choix à faire dans le contexte actuel. Si vous avez une villa de 300-400 000 euros et que vous êtes endetté sur 15 ans pour l'avoir, si la conjoncture devient défavorable en France, vous serez scotché, vous ne pourrez rien faire. Si au contraire vous avez un patrimoine liquide, ça peut même être de l'immobilier à travers des sociétés foncières cotées en bourse, par exemple. À ce moment-là, il n'y aura aucun problème, vous resterez mobile, libre de vos mouvements, libre de vos choix et libre de vous expatrier ailleurs si cela devient nécessaire. Deuxième chose que je pourrais vous conseiller, c'est de commencer à explorer le monde, voyager, même si vous n'avez aucun projet d'expatriation dans l'immédiat, ça pourra certainement vous être utile de connaître d'autres pays du monde, de voir dans quelle région, dans quel pays vous pourriez être à l'aise et heureux si le besoin s'en faisait sentir, et de voir comment éventuellement vous pourriez vous expatrier, par exemple pour votre retraite, dans ces pays. Dans tous les cas, dites-vous bien que plus vous aurez réussi à constituer de patrimoine avant une éventuelle immigration, une éventuelle expatriation, plus vous aurez évidemment un éventail de choix large parmi les pays disponibles. Donc, il est essentiel de vous constituer dès maintenant un patrimoine important, que ce soit via un projet d'entreprise, via des choix d'investissement en bourse ou toute autre solution que vous maîtrisez pour avoir le maximum de choix le moment venu. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question que vous vous posez certainement, qui est de savoir si dans 15 ans, 20 ans, 25 ans, il y aurait des pays qui seraient susceptibles d'être épargnés par ces tendances négatives, tout en présentant un niveau de développement social et des standards de vie élevés et comparables à ceux des pays développés actuels. Alors, pour répondre, on peut déjà commencer par voir ce que font les millionnaires aujourd'hui, donc les personnes riches qui, a priori, ont les moyens de se déplacer facilement où elles veulent. Ici, vous avez un tableau de la situation en 2016. Donc, on voit les pays dans lesquels les millionnaires ont le plus migré en dehors du pays. La France, moins 12 000. On était encore à l'époque sous le mandat de François Hollande, donc ça peut se comprendre. Donc, les gens fuient la surtaxation, le socialisme rampant dans notre pays. Pas mal de migrants quittent la Chine, sans doute le manque de liberté pour ce pays. Turquie, même raison. On a pas mal de migrants également millionnaires qui quittent le Brésil. Là, c'est sans doute un effet de la violence, de l'insécurité dont je vous parlais précédemment dans la vidéo. Les USA et le Canada, l'Amérique du Nord continuent à attirer par contre des personnes riches qui peuvent par exemple quitter l'Europe pour des raisons fiscales. Et on a deux pays un peu surprenants dont je vais vous parler plus en détail, qui sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ne sont pas très peuplés mais qui attirent énormément de millionnaires. Vous voyez, 11 000 ici, plus 11 000 en Australie, plus 4 000 en Nouvelle-Zélande. Par rapport à la population et à la taille de ces pays, c'est tout à fait considérable. Alors en 2000, donc sur les dernières statistiques disponibles l'année dernière, la tendance est un petit peu atténuée en France, un petit peu arrangée. L'élection d'Emmanuel Macron ayant quelque peu rassuré sans doute les plus riches qui étaient
on va dire, à la limite de partir. La France reste, et l'Europe en général reste toutefois bon, des pays fortement taxés et directement concernés par les tendances négatives que je développais dans la vidéo, dans le début de cette vidéo. On observe toujours pas mal de millionnaires qui quittent la Chine et la Russie. Bon, là, sans doute le manque de liberté, hein. Et toujours les mêmes tendances de l'autre côté, avec l'Australie qui continue d'attirer énormément de millionnaires. Alors, dans la liste de pays, entre guillemets, refuges potentiels, face à la transition démographique et à la baisse du QI, qui peut dégrader les conditions sociales dans les pays les plus affectés. Je vais vous citer 5 candidats potentiels qui, à mon avis, sont intéressants. Donc les deux premiers, je ne vais pas être original, mais bon, je pense ils sont tout à fait de bonnes raisons d'être là, ce sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, dans lequel on a déjà une émigration de personnes riches qui anticipent la situation sans doute très correctement. Donc l'Australie, elle a un taux de natalité en ce moment aux alentours de 1,75, 1,8 enfants par femme. Ça reste en dessous du seuil de renouvellement 2,1, mais ça reste aussi quand même plus élevé que les 1,4, 1,5 qu'on observe en moyenne en Europe en ce moment. Et du coup, bon, la transition démographique en Australie est moins avancée. Le vieillissement de la population devrait quand même moins pénaliser la situation dans les 15-20 ans qui viennent. Deuxième facteur, c'est qu'on n'a pas en tout cas, on a très peu d'immigration de bas niveau. C'est vraiment une immigration choisie. Donc, par rapport au facteur baisse de QI moyen de la population, c'est cette immigration choisie, et notamment l'afflux de personnes riches, peut être un facteur de soutien dans les années à venir, contrairement à ce qui se passera en Europe. Alors pour la Nouvelle-Zélande, c'est exactement la même situation. On est à 1,81 enfants par femme. On va regarder la pyramide des âges néo-zélandaise maintenant. Et vous voyez que bon, la partie jeune de la pyramide n'est pas trop dépeuplée encore. On a ici une classe d'âge 20-24, 25-29 qui est encore bien fournie. Et du coup, bon, le vieillissement de la population, il va arriver, hein, ça c'est sûr, mais il sera encore, on va dire, raisonnable et pas trop pénalisant, je pense, sur les 15-20 ans qui viennent. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, hein, par ailleurs, ont d'autres atouts à faire valoir, en dehors du fait d'être relativement épargnés encore par la transition démographique et le fait aussi qu'ils ont une politique d'immigration choisie bien construite. C'est qu'ils sont relativement proches de la zone Asie, donc ils vont bénéficier quand même du développement de l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Et à part ça, bon, évidemment, au niveau qualité de vie, si vous aimez la nature, si vous aimez les paysages, bon, ce sont des pays qui sont vraiment fantastiques à ce niveau, en termes de qualité de vie. Donc, en résumé, ils cochent quand même pas mal de cases en tant que refuge potentiel dans les 15-20 ans qui viennent. Alors, deux outsiders maintenant, qui sont deux pays de la zone tempérée, encore une fois, des pays de la zone tempérée de l'hémisphère sud, situés en Amérique latine, qui sont le Chili et l'Argentine. Alors, pourquoi j'ai choisi ces pays-là? D'abord, au niveau démographique, ces pays présentent des pyramides des âges encore confortables et encore protégées du vieillissement, en tout cas relativement protégées. Vous voyez ici la pyramide des âges du Chili, avec le gros pour l'instant de la classe d'âge qui est située entre 15 et 50 ans. Dans 20 ans, ça va se décaler, mais on restera encore, on va dire, entre 30 et 65 ans. Donc, une forte part de la population qui sera encore active et productive et capable de produire de la croissance pour ce pays. Au niveau natalité, au Chili, on est à 1,77 enfants par femme en ce moment. Donc, la classe jeune n'est pas encore trop dépeuplée. Et là aussi, ça sera un facteur de soutien pour la croissance dans les 15-20 ans qui viennent. C'est un pays qui n'a pas de problème pour le moment majeur donc d'immigration de bas niveau. Et c'est une nation dont le QI moyen est aux alentours en ce moment de 90-92, donc un niveau correct. Et là aussi, en termes de qualité de vie, on a une nature superbe, des paysages excellents, pas de surpopulation dans le pays
et de bonnes ressources naturelles bon, qui peuvent être bien utiles, comme c'est le cas de l'Australie aussi, hein, bien sûr, en cas notamment de crise de la dette avec des épisodes d'hyperinflation dans lesquels bon, bah, les matières premières deviendront une denrée précieuse. Pour l'Argentine maintenant, alors là, au niveau démographie, c'est encore mieux, hein, vous allez le voir. Donc là, on a la pyramide des âges de l'Argentine, classe d'âge jeune très fournie. Donc ce pays, clairement, est totalement à l'abri du vieillissement de la population pour les 20 ans qui viennent et même au-delà. En natalité, on est au-dessus du seuil de renouvellement, on est encore à 2,20 enfants par femme et un QI moyen aux alentours de 93 hein, en Argentine. Donc là aussi, bon niveau. Ce pays aujourd'hui est sans doute en dessous de son potentiel réel, nettement en dessous de son potentiel réel. Il a été mal géré, il a eu des dirigeants laxistes au niveau dette depuis des décennies à sa tête. Mais bon, ça, c'est une situation qui peut s'améliorer. On ne sait pas, hein, je ne peux pas prévoir ce qui se passera dans 20-25 ans, mais potentiellement, c'est une situation qui peut s'améliorer. Et là aussi, bah, c'est un pays où la qualité de vie est agréable, qui respecte la propriété privée et qui peut constituer un refuge intéressant sur les décennies qui viennent. Alors sur dernier outsider, mais vraiment intéressant à mon avis cette fois-ci, pour ceux qui s'intéressent à la zone Asie et à l'Asie du Sud-Est, il y a un pays qui ressort vraiment hein, après avoir regardé un petit peu toutes les données démographiques et autres, c'est le Vietnam. Alors pourquoi le Vietnam? On est aujourd'hui à un niveau de natalité encore correct, hein, 1,95 enfants par femme. Il est assez probable que cette natalité suive le mouvement des autres pays d'Asie et se mette à décroître dans les décennies à venir au fur et à mesure que la population va se rassembler vers les villes. Mais il a pour l'instant une structure de pyramide des âges vraiment optimale avec, bah, vous voyez ici, hein, une classe d'âge active qui est très fournie entre 20 ans et 35-39 ans. Dans 15-20 ans, cette classe d'âge, elle va atteindre des âges compris entre 35 et 50 ans. 55 ans, c'est-à-dire le maximum de productivité. Donc, on a une structure démographique qui va être vraiment optimale au Vietnam pour les 15-20 ans qui viennent. Le vieillissement de la population arrivera dans ce pays, mais sans doute au-delà de 30 ans, donc ça laisse pas mal de marge avant pour en faire un pays à bon potentiel. C'est un pays qui, au niveau QI et potentiel de développement, on est aux alentours de 93-94 en ce moment, donc quasiment le même niveau que la France. Et le niveau de vie, le niveau de développement, il est pourtant en ce moment encore inférieur. Donc là aussi, c'est un pays qui est sans doute sous-évalué, entre guillemets, et qui a pas mal de potentiel sur les 15-20 ans qui viennent. Évidemment, il n'y a aucune immigration de bas niveau qui est à craindre pour l'instant, et c'est peu probable que ça change. Donc c'est un pays qui coche pas mal de bonnes cases. En plus, un climat agréable, de beaux paysages, une belle nature, hein, quand on le connaît un petit peu. Seul inconvénient qui est commun à tous les pays d'Asie du Sud-Est, c'est que par contre là-bas, le respect de la propriété privée pour les étrangers est très douteux. Donc, bah, je dirais que pour l'instant, c'est un pays qui peut être agréable pour passer sa retraite. Si on pense louer quelque chose, ça peut être agréable pour monter un business, surtout si on travaille à distance. Mais faire attention quand même là-bas aux notions de propriété privée. Ça n'est pas du tout les mêmes statuts qu'en Europe, en Australie, Nouvelle-Zélande ou en Amérique latine. Donc voilà pour ces quelques idées hein, que je vous soumets maintenant. Évidemment, ça sera à revoir au fur et à mesure que le temps passe. Il peut y avoir de nouveaux refuges, de nouveaux candidats intéressants potentiels qui se manifestent hein, dans les décennies qui viennent. Mais je pense vraiment que les 5 pays que je vous ai cités peuvent aujourd'hui constituer une première bonne base de travail.